Bonjour à tous et bienvenue dans ce test du Galaxy Nexus qui est donc le troisième téléphone de Google. Alors cette fois-ci, ça a été Samsung qui a été choisi, c'est donc la deuxième fois après le Nexus S. Et on va voir ensemble ce qu'il donne. Alors dans cette première vidéo, on va s'intéresser particulièrement à la partie matérielle. Ensuite, vous en verrez d'autres au fil de l'article et du test. Donc, avant de regarder directement le téléphone, on va voir que la boîte est plutôt grande et qui s'explique en fait par le fait que le téléphone est un écran de 4,65 pouces. Et donc, de ce fait, il faut forcément une boîte plus grande pour l'accueillir. Par contre, ce n'est pas du tout parce que Google a mis une boîte plus grande qu'il y a forcément beaucoup d'accessoires à l'intérieur. Alors, pour faire la liste, il y a un manuel d'utilisation qu'on voit ici. Il va y avoir un kit main libre qui est donc celui qu'on retrouve sur tous les Samsung en fait, donc celui qu'il y avait sur le Nexus S, c'est exactement le même. Et il faut dire qu'ils sont tellement minimalistes qu'ils ne mettent même pas les petites mousses de rechange. Donc ces mousses de rechange, c'est celles qu'on voit là parce que c'est des kits main libres intra-auriculaires. Donc voilà, il y en a deux et c'est tout. Donc si vous voulez les changer, il faudra les payer à part, ce qui est vraiment dommage de la part de Google parce que c'est quand même un haut de gamme qui est assez cher à l'achat. Outre ces deux éléments, il y a un câble USB et l'adaptateur pour le secteur. Voilà, on a fait le tour de la boîte qui est vraiment minimaliste, on ne peut pas dire mieux. Par exemple sur le Nexus One, il y avait une petite pochette pour y mettre son téléphone, et ben c'est même pas le cas ici. C'est vraiment un gros point négatif. Maintenant, on va s'attarder davantage sur la partie matérielle. Et donc, ce téléphone, il ressemble énormément au Galaxy S2, tout comme le Nexus S ressemblait au Galaxy S1. Donc là, ça va se remarquer particulièrement avec le dos qui est relativement similaire, ou cette petite bombure ici. Voilà, donc grosso modo, on va retrouver du Galaxy S2 dedans, mais pas seulement. Donc, au niveau de ses dimensions, tout d'abord, on va voir qu'il fait 135,5 mm en hauteur par 67,94 en largeur, et au niveau de l'épaisseur, ça fait 8,94 au plus bas. Donc vous pouvez voir qu'en fait, sur le haut, en fait, il va être très fin, et sur le bas, légèrement plus bombé à cause du haut-parleur et de la connectique qu'on retrouve juste en dessous. À l'intérieur, il va y avoir un processeur TI OMAP 4460 qui est donc un double cœur. Donc c'est actuellement le marché, c'est vraiment cette technologie qui est utilisée. Donc ce processeur de Texas Instruments est relativement récent et il va être cadencé à 1,2 GHz. Par contre, pour ce qui est du processeur graphique, il est un peu plus vieux parce qu'on le trouvait par exemple sur la Galaxy Tab ou sur le Wave 1 qui était sur Bada, donc c'est pas forcément du très récent, mais bon, on va voir qu'au niveau des performances il s'en sort très bien. Ça va pas forcément être le meilleur, mais il va très bien s'en sortir, notamment grâce à Ice Cream Sandwich. Donc, ce qui change par rapport au Nexus S, c'est d'abord la taille de l'écran. Donc, le Nexus S il faisait 4 pouces, là on passe à 4,65 pouces. Avant de paniquer en se disant que l'écran est beaucoup plus grand, on va faire une petite comparaison avec le Galaxy S2 qui fait donc lui du 4,3 pouces. Et on va voir, en fait je vais le mettre dessus, que la différence n'est pas si importante que ça, parce que là en largeur c'est vraiment peu, et sur ce qui est de la longueur, voilà, ça se voit davantage plus, mais le Galaxy S2 lui va être beaucoup plus rectangulaire, alors que le Galaxy Nexus est un peu plus rond dans sa forme. Ce qu'il y a aussi, c'est que le Galaxy S2 il a des boutons physiques et tactiles sur le bas, alors que sur le Galaxy Nexus il n'y en a plus. Donc hop, on va le voir ici, il s'affiche maintenant directement sur l'écran. Donc la place qui est gagnée sur ces boutons est en fait occupée par l'écran maintenant. Donc d'un côté on en perd, mais de l'autre on en gagne. Cet écran il est de type HD, c'est-à-dire qu'il a une résolution de 1280 par 720 pixels et même une densité de pixels de 316 points par pouce. Donc il faut savoir que le fameux Retina Display il est à 326, donc qu'on retrouve sur les iPhone 4.
Et normalement, l'œil humain n'arrive à détecter que jusqu'à 330. Donc vraiment, au niveau de la densité de pixels, c'est quelque chose qui est très très bien fait. Et voilà, on va s'approcher peut-être un peu plus. Mais voilà, on voit vraiment que c'est joli. Et il n'y a rien à dire sur l'écran qui est vraiment beau. Alors la technologie utilisée, c'est du Super AMOLED. Donc c'est pas du Super AMOLED Plus. Alors concrètement, j'ai pas forcément vu de différence à l'utilisation. Pour ce qui est des couleurs, lorsqu'on compare au Galaxy S2 qui est donc sur un Super AMOLED+, elles ont plutôt tendance à être meilleures sur le Galaxy Nexus car elles sont un peu plus naturelles, alors que sur du Super AMOLED+, ça a tendance à être un peu plus fluo et à tirer vers le bleu. Donc c'est plutôt un avantage pour le Galaxy Nexus sur ce plan-là. Au niveau de la RAM, c'est donc 1 Go qui est incluse. Et pour ce qui est de la mémoire interne, ça va être soit 16 Go ou 32 Go. Sachant que pour l'instant en France, on dirait qu'il n'y a que la version 16 Go qui va arriver. Donc à voir si c'est bien le cas. Et par contre, il n'y a pas de lecteur de carte micro SD. Donc ça veut dire que si, outre les 16 Go, on ne va pas pouvoir ajouter du contenu, ce qui est un peu dommage. Également à savoir, c'est que jusqu'à présent, les téléphones utilisaient l'USB Mass Storage, donc qui a pour avantage d'être compatible avec tous les ordinateurs et même les tablettes par exemple. Mais Google a choisi du MTP cette fois-ci. Donc l'avantage du MTP par rapport au Mass Storage, c'est que en même temps cette mémoire est utilisée sur le téléphone, on va pouvoir y accéder sur un ordinateur et transférer des fichiers. Alors que jusqu'avant, il fallait démonter la carte SD, puis y accéder, ce qui était un peu fastidieux. Donc là, tout se fait immédiatement et plusieurs acteurs peuvent y accéder en même temps. Donc ça, de ce côté-là, c'est un très bon point. Pour continuer, on va dire que ce téléphone il a un DAS de 0,303 watts par kilo. C'est donc un excellent score qui est parmi les plus faibles du marché. Les BlackBerry, les iPhones se trouvent vers 0,9, donc et la valeur maximale c'est 2 watts par kilo, donc c'est vraiment un kilogramme. C'est un excellent score. Sur cet écran, on va également noter qu'il est de type contour display, du moins c'est plutôt le design qui est contour display. Concrètement, ça signifie qu'il est légèrement incurvé. Alors, je pense qu'on le voit peut-être un peu mieux comme ça. En fait, l'écran il est plat et c'est le design qui va être incurvé. Et donc, par effet d'optique, on a l'impression que l'écran l'est également, mais c'est absolument pas le cas. Donc pourquoi un contour display? Simplement parce qu'il est censé mieux épouser la forme du visage lorsqu'on téléphone. Donc voilà, c'est un petit avantage qu'on ne retrouve que sur les Nexus. Alors est-ce que c'est vraiment bien ou est-ce que c'est juste gadget? Vu que c'est les seuls, je ne sais pas. On verra ce que l'avenir se dessine. Comment se dessine. Maintenant on va s'attarder sur les différentes parties du téléphone en regardant le dessus. Donc ici, ouais, on arrive à la voir. C'est une caméra frontale de 1,3 mégapixels. Elle fait des photos et des vidéos comme on s'attend pour ce type de webcam, donc assez mauvaise. Elle va être utilisée pour le chat vidéo avec Google Talk, mais aussi pour déverrouiller le téléphone par reconnaissance faciale. Donc on regardera ça un peu mieux, mais la fonction est vraiment gadget. Juste à côté, on retrouve les lecteurs de luminosité et de proximité. Donc ils sont un peu lents à réagir, mais bon, c'est pas très très grave dans l'ensemble. Ici, il y a donc un haut-parleur qui est utilisé lors d'une conversation téléphonique, qui est pas mal. Juste en dessous, forcément, il y a l'écran. Sachant qu'il n'y a plus les boutons physiques, on remarque qu'il y a tout de même une vaste zone noire en bas, et qui cache en fait une petite LED de notification. Donc je ne sais pas si on va arriver à la voir, mais qui s'affiche donc en noir, mais qui s'affiche en blanc, pardon, mais qui peut changer de couleur très facilement. Maintenant qu'on a regardé cette face avant, on va regarder donc les côtés et particulièrement le côté gauche. Donc il y a uniquement les touches de volume, donc volume plus, volume moins. À part cette fonctionnalité là, c'est très limité parce que par exemple sur l'appareil photo, on ne va pas pouvoir les utiliser pour zoomer, donc c'est vraiment minimaliste là-dessus. Alors maintenant on va aller sur le dessus et on remarque qu'il n'y a absolument rien. Donc
ça s'explique par le fait que tout ce qui est jack va se retrouver sur le dessus. Concrètement, ça veut dire que c'est l'endroit le plus fin, et donc ça donne un très joli effet que vous pouvez voir ici. Donc, en parlant justement du bas, on va voir qu'il y a le micro USB 2.0, donc qui sert à la fois à recharger et à connecter à un ordinateur en MTP ou en PTP. Juste à côté, il y a un petit micro, et ensuite le jack 3,5 mm. L'avantage du placement du jack ici, c'est lorsqu'il est dans cette poche, en fait, et lorsqu'on va le sortir, il va directement être dans le bon sens, et on va pouvoir modifier la musique qui est jouée, par exemple. Alors que s'il était dans l'autre sens, il faudrait forcément le retourner, et lorsqu'il est remis dans la poche, le re-retourner. Donc c'est une bonne idée qui est ici, mais voilà, généralement les constructeurs ils font l'inverse, donc c'est plutôt certainement par des contraintes matérielles, mais de ce côté-là, Samsung et Google ont eu une bonne idée. En passant du côté droit, on va voir qu'il y a 3 connecteurs PIN qui sont utilisés pour le dock, et juste au-dessus c'est le bouton on-off et pour sortir de veille et rentrer en veille. Donc voilà, ça c'était pour ce qu'il y avait à dire sur les côtés. Voilà, donc en faisant un tour, hop. On passe maintenant à l'arrière avec la même texture que sur le Galaxy S2. Donc on va comparer. Donc je sais pas si on arrive très bien à voir. Voilà. Donc la seule différence, c'est que le maillage en fait il est légèrement plus espacé sur celui-là. Donc concrètement il n'y a pas de différence à l'utilisation. Mais contrairement au Galaxy S2, contrairement au Nexus S, ça perd l'aspect glossy, et donc tout ce qui est traces de doigts vont disparaître, et ce qui est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est pas forcément très joli sur un téléphone. Sur cette face, on va voir donc la caméra qui fait 5 mégapixels avec son flash LED. On remarquera au passage qu'il n'y a pas écrit qu'elle fait 5 mégapixels, alors que c'est d'habitude le cas des constructeurs. Donc voilà, Google ne s'en vante pas. Donc on voit les deux marques ici. Et sur le bas, il y a l'enceinte qui est extrêmement mauvaise parce que lorsque le son est au maximum, on va en fait entendre l'équivalent du niveau moyen sur les autres, et on va regarder ça de suite. Le test qu'on va faire ici est assez simple, et en fait la Galaxy Tab est ici juste en gadget pour montrer la différence de son, mais les valeurs qui vont être affichées vont être fausses. C'est juste pour montrer la différence. Donc là, j'ai le Galaxy Nexus où je vais mettre le volume à fond, et donc on va voir, voilà le volume à fond, sachant qu'au passage le bug du son a disparu en 2G parce que je ne l'ai jamais eu. Donc on voit que les valeurs tournent autour de 50 décibels. Maintenant on va mettre la même chose sur le Galaxy S2 avec le son à fond. Et donc comme vous pouvez le voir, les valeurs sont sans appel. Concernant les autres fonctionnalités, c'est une compatibilité totale quasiment, parce que du Wi-Fi ça va être compatible 802.11 ABGN, il va y avoir des hotspots et du Wi-Fi direct. Pour ce qui est des hotspots, dans Ice Cream Sandwich, il va maintenant y avoir possibilité de partager sa connexion en Wi-Fi par USB et également par Bluetooth. Donc le Bluetooth a été rajouté récemment. Il y a aussi du Bluetooth 3.0 avec A2DP, donc à nouveau c'est bien meilleur que le Nexus S qui se contentait de la version 2. Également il va y avoir une puce NFC, donc cette puce NFC qui va être utilisée avec Android Beam notamment, pour s'échanger des informations, s'échanger des applications, s'échanger des contacts, bien évidemment payé, mais quand ça sera plus développé en France, assez logiquement. Ce qu'on va regarder, c'est une petite fonctionnalité sympa, c'est que lorsqu'on enlève ce capot, donc c'est exactement le même que le Galaxy S2, qui est donc relativement rigide, j'ai pas trop envie de forcer dessus, mais on voit que c'est assez résistant. Et donc sur cette face, il y a donc la carte SIM qui peut être retirée à chaud et en mettre une autre. Il suffit de passer en mode avion et ça marche très bien. Et donc la batterie, vous allez voir qu'il y a écrit
Near Field Communication dessus. C'est donc elle qui fait office d'antenne. Par conséquent, si vous voulez changer la batterie, il faudra penser à ce qu'elle soit compatible NFC, sans quoi vous perdriez la compatibilité. Donc, ce dont je vous parlais, c'était une petite fonctionnalité sympa, qui n'est pas disponible sur tous les téléphones. Donc là, je me suis branché en USB avec le chargeur Samsung, ça ne marche pas avec les autres. Et si j'enlève la batterie, on peut continuer à utiliser le téléphone. Et si je la remets, pardon, je vais y arriver. Donc ça continue à marcher, je débranche. Et voilà, il n'y a pas de souci là-dessus.